Alors voilà, je ne vais pas faire un texte, j'ai pas fait de texte d'ailleurs, mais je pouvais en prendre un, mais je préfère plutôt vous parler comme ça, des choses que je crois, que j'essaie de formaliser pour le moment et que j'ai l'impression que ça rejoint tout à fait les préoccupations dont déjà la journée d'hier ont bien montré l'importance. Alors, pour le dire comme cela, je vais quand même vous dire quelle est ma ligne. Ce que j'essaie de montrer, c'est que si nous avons aujourd'hui une grande difficulté à faire lien social, ce que le titre du colloque prend directement comme cible, ça n'est pas seulement parce que la société a changé, ce qui est vrai évidemment, on va essayer de voir en quoi, mais c'est peut-être beaucoup plus radicalement parce que ce changement de société qui touche évidemment tous les niveaux de la société. On l'a assez montré via l'éducation, l'école, le fonctionnement collectif, la médecine, tout ce que vous voulez, au point même que ça provoque des nouvelles pathologies, justement, burn-out, on l'a évoqué hier. Eh bien, toutes ces modifications entraînent une crise de l'humanisation. Rien moins que cela. Et cela va dans le sens de dire que l'inconscient, justement, ce n'est pas qu'une affaire familiale, mais que c'est aussi une affaire sociale. Et vous allez voir comment les changements qui ont organisé, qui organisent la modification du lien social aujourd'hui ont des conséquences extrêmement puissantes sur la construction de la famille et aussi sur les sujets, forcément, puisque c'est en cascade. Voilà. Alors, petit détail, mais d'importance. Quand je dis crise de l'humanisation, je n'ai pas dit, et je ne dis pas, crise de la socialisation. Pour une raison toute simple. Qu'est-ce que c'est qu'humanisation? Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, c'est, puisque nous sommes psychanalystes, la majorité d'ici présents, et en tout cas nous référant à la psychanalyse, et particulièrement à la psychanalyse lacanienne, il me semble que cela veut simplement dire, humaniser, cela veut dire s'approprier les conditions de ce que c'est que l'être humain. Et la spécificité de l'être humain, Homo sapiens, c'est qu'il est capable de parler, qu'il est capable de langage. Donc cela veut dire s'approprier ce qu'exige la condition d'être de langage, qui définit d'ailleurs tout aussi bien ce qu'exige le lien social. Un lien social entre humains exige que cela soit dans la parole, que ça se lie et que ça se noue. Nous sommes les seuls animaux à nous réunir un vendredi après-midi dans la salle de la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. Hein. Bon. Donc, l'importance de l'humanisation, qu'on pourrait très bien entendre, oui, mais donc, un peu comme tout à l'heure d'ailleurs, l'image que vous avez ramenée je ne connais plus le peintre là, indique très bien qu'il y a une nécessaire socialisation. Mais il y a une différence que je voudrais bien vous faire entendre tout de suite, pour moi, c'est que la socialisation amène un sujet à devoir intégrer non seulement la capacité de langage, forcément, mais aussi la capacité de langage telle que la société la lui présente. Bon, hein, c'est ça la socialisation. On accepte les règles en usage dans la société dans laquelle on se trouve. Or, l'humanisation va plus loin, parce que si l'humanisation vise quelque chose qui est une parole, une capacité de parole, cela vise en même temps une capacité de parole singulière de la part du sujet, qui est également donc à même de contester, voire de violemment contester, ce que les règles sociétales par ailleurs entraînent. Je trouve donc que l'humanisation fait fondement à la socialisation. S'il n'y a pas d'humanisation profonde, il y aura une socialisation pseudo, c'est-à-dire que ce sera une socialisation par contamination de l'air ambiant. Ce n'est pas la même chose que l'humanisation qui exige qu'il y ait une parole singulière qui puisse émerger de la part d'un chacun et qui permet du coup que grâce à la singularité de cette parole, on fasse le sujet en question, fasse entendre à la société dans laquelle il se trouve qu'il y a certaines erreurs, certaines déviances, certaines tromperies, certaines choses à mettre en...
tous les grands révolutionnaires ont fait ça d'une façon ou d'une autre, même pas toujours des révolutionnaires, mais qui ont fait entendre qu'il y avait des choses qui n'étaient pas du tout entendues dans le discours social ambiant. Donc le terme d'humanisation, j'y tiens beaucoup, mais on va revenir tout à l'heure sur ce qu'il implique pour moi. La première chose que je voudrais que vous repériez très bien, parce que c'est vraiment crucial à mon avis, c'est que nous avons changé de monde. Nous avons changé de monde, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier, ça date d'il y a environ 5 siècles, mais c'est en progressive évolution, et ce n'est que récemment que ça a vraiment basculé. C'est comme ça en tout cas que je le dirais, et je me réfère pour ça entre autres aux travaux de Marcel Gauchet, que je trouve là-dessus tout à fait pertinents. Nous étions et nous nous concevions, hier je vous ai dit, il y a 2 solutions de faire lien social entre humains, c'est avec chef et sans chef pour aller vite. Et Pierre Marchal, qui est là-bas je crois, m'a gentiment repris en disant qu'il avait une 3e solution, ce qui n'est pas faux du tout, dans la mesure où la solution qu'il a proposée, c'est une solution qui tienne compte de ces 2 solutions, en quelque sorte, puisque le sans chef, oui, mais avec ancêtre, c'est-à-dire avec quelque chose qui reste du modèle hétéronome auquel, justement, nous avons aujourd'hui, que nous avons abandonné. Parce qu'en fait, c'est ça. Nous sommes passés d'un modèle pyramidal, vertical, sociétal, organisé sur le modèle de la religion, ce qui ne veut absolument pas dire croyance, foi, ça n'a rien à voir avec ça. C'est organisé sur le modèle de la religion, c'est-à-dire quelque chose où il y a un sommet à la pyramide et que ce sommet, forcément occupé par Dieu, évidemment, mais aussi bien par tous ceux qui sont censés le représenter là, dans le groupe dans lequel ils font référence, eh bien, dans ce sociétal-là, il y a une légitimité spontanée à la place du sommet. Bon. Quiconque donc se dit que c'est au nom de Dieu qu'il travaille, il est en paix, et il est non seulement en paix par rapport à occuper cette place, mais il est aussi en paix parce que la légitimité qu'il revendique dans un contexte sociétal de cet ordre-là, c'est-à-dire hétéronomique, eh bien, dans ce contexte-là, il a d'emblée l'accord spontané de la part des gens pour dire, ben oui, ce qu'il dit, c'est important, c'est ça qui compte. Bon. C'est tout simple, tout bête, mais c'est fondamental. Hein. Et ça ne fait pas d'office bouchon à toute l'innovation, c'est pas ça du tout. C'est un modèle qui a fonctionné comme ça pendant, je dirais, plus de 25 siècles sûrement, voire même peut-être plus encore, et qui, depuis que la science est venue subvertir les appuis que trouvait ce modèle sociétal sur le fait religieux, ont introduit le début de ce que, justement, Gauchet, à la suite de Max Weber, a appelé le désenchantement du monde. Donc, nous en sommes là. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui a réussi son désenchantement. Hein. C'est-à-dire que nous avons fini par faire tomber ce modèle d'hier, vertical. Alors, tout de suite, nuance, c'est nous qui l'avons fait tomber, ici dans nos sociétés occidentales. Mais c'est loin d'être le cas, même dans les pays encore lointains d'Afrique et d'ailleurs, voire même encore très proches. Il suffit d'aller en Turquie pour vous rendre compte que le patriarcat et que le religieux fonctionnent toujours sur le modèle hétéronome d'hier. On a parlé hier de la laïcité. C'est sûr que c'est à la France, à mon avis, d'avoir introduit cette innovation qui lui donne d'ailleurs une responsabilité très importante, du coup, dans l'histoire, d'avoir établi ce modèle où nous ne nous référons plus au modèle religieux impliqué dans la façon dont la société était construite. Nous sommes donc passés à une autre façon de faire, où ce n'est plus la verticalité, mais où c'est l'horizontalité qui prime, où c'est l'égalité qui compte, où c'est le fait de l'autonomie qui est tout à fait en première. Nous ne sommes plus dans la pyramide, nous sommes dans le réseau. Et donc vous voyez bien qu'en faisant cette bascule, qu'il ne faut pas penser qu'il s'est faite simplement, puisque moi j'attribue dans Un monde sans limite le moment où Galilée, avec ses chiffres, est venu dire au pape, écoutez, votre conception de la Terre au milieu du monde, c'est une foutaise, moi mes calculs disent que c'est pas vrai, c'est une métaphore, une image, mais pour vous dire comment le savoir est venu ébranler cette façon de fonctionner. Mais c'est pas parce que ça a été fait au procès Galilée, avec tout ce que vous savez qui s'ensuit, qu'il n'a pas fallu encore un très très longtemps pour que ça aboutisse. Ça aboutisse où et quand ? Eh bien que ça finisse par aboutir dans nos têtes. Parce qu'au fond, la fin du désenchantement du monde, c'est le déclin
de l'instance paternelle dans la tête. C'est-à-dire ce qu'en mai 68, quand on voit des films sur mai 68, on a dit, là, tout le monde a dit, c'est fini avec le père qui vient nous dire ce que nous avons à faire. Bon. Magnifique bouleversement, tout à fait important, sans aucun doute, puisqu'il allait aussi de pair avec le fait que le père qui était le chef de famille, l'autorité paternelle d'alors, mais du coup, la soumission des femmes, tout ça a éclaté, littéralement. Et donc, nous sommes arrivés à un moment où, aujourd'hui, depuis probablement quelques 2-3 dizaines d'années maximales, nous avons réussi l'opération de nous voir comme une société d'abord et avant tout égalitaire et horizontale. Ça, entendez donc le bien, c'est une première chose, ça s'est fait il y a 5 siècles. Une deuxième, ça a pris un temps fou pour que ça entre dans la mentalité d'un chacun. Et aujourd'hui, vous avez pas mal de gens qui donc pensent, à très juste titre d'une certaine façon, par exemple le terme d'autorité parentale conjointe, que père et mère se trouvent entièrement à égalité citoyenne, en quoi ils ont raison, pour déterminer comment on organise la vie de l'enfant. Mais tout n'est pas réglé avec ça, c'est ça le problème. N'empêche que c'est aujourd'hui ça qui circule. Alors, cette société égalitaire, société des égaux, alors c'est joli en français puisqu'on ne sait jamais si ça veut dire ceux qui sont à égalité ou les égaux. Hein, bon, donc, où c'est tous les mois les uns à côté des autres. Et c'est justement ce qui nous arrive. Dans cette société des égaux, nous avons des égaux les uns à côté des autres. Nous avons donc, que nous ne le voulions pas, que nous ne le regrettions pas, ne change rien à l'opération. Mais nous sommes passés d'un mouvement où il y avait du 1 auquel tout le monde pouvait se référer, qui était d'ailleurs maintenu comme tel par celui qui occupait la place du sommet de la pyramide, en toute légitimité. Nous sommes passés à un modèle horizontal où tout quiconque voudrait se verticaliser se voit aussitôt reprocher de ne pas entériner le modèle actuel, et donc il se vient immédiatement être bousculé dans sa volonté d'essayer d'imprimer un certain mouvement, et il n'y a plus du tout de référence au 1. Et donc, du coup, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une société, comme le dit joliment Lacan, d'épars désassortis, des épars désassortis, qui sont là les uns à côté des autres, ne sachant plus très bien à quel 1 ils se réfèrent, avec du coup des conséquences évidemment importantes sur la qualité du lien social, puisque là où hier, dans le monde d'hier, on pouvait d'emblée dire on est tous les mêmes enfants du même père, donc obligés d'une certaine façon de composer, de près ou de loin. Aujourd'hui, on est plutôt à devoir dire mais ma singularité, elle est vraiment importante. Et je ne suis pas en train de dénigrer ça, je trouve que c'est un mouvement extrêmement positif. Mais en même temps, il met en grande difficulté pourquoi est-ce que votre singularité vaudrait plus que la mienne ou la mienne plus que la vôtre. On se trouve donc du coup avec une sorte de grande difficulté à savoir à quoi se référer pour encore faire 1, voire même à ne plus pouvoir se référer pour pouvoir faire du 1. Je vous signale, ça peut aller très très loin, cette affaire-là. Alors, cette passion égalitaire, en quelque sorte, cette passion égalitaire animée par un souci de mutation sociétale dans lequel nous pouvons très bien reconnaître un pas en avant pour essayer de nous dégager de cette conception que tous nos ancêtres ont eue, à savoir que ce que nous avions à faire se trouvait indiqué au-dessus par l'autre. Désormais, c'est nous-mêmes, évidemment, qui assumons ça. Donc c'est très très bien, cette passion. Mais attention, quand ça devient une passion égalitaire, on me dit, ça devient parfois limite, parce que si vous poussez la logique, et il faut que l'on pense logique, hein, il faut que l'on pense à la logique dans laquelle nous sommes emportés. Si vous poussez la logique jusqu'au bout, vous allez devoir aboutir à 2 impasses. La première, c'est que si vous poussez l'égalité jusqu'à son terme, d'où va encore venir la légitimité du collectif pour vous limiter dans votre singularité? Et malheureusement, je suis désolé, mais le collectif est toujours un empêcheur de fonctionner tout seul. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Le fait même de dire qu'on doit être là à 2h30, ben oui, voilà, ça vous a été imposé. Si on veut que le collectif se fasse un peu, c'est comme ça que ça doit marcher. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, l'instance du collectif qui vienne limiter, en tout cas mettre un coin
dans l'émergence de votre singularité et de notre singularité à chacun particulièrement riche, étonnante et tout ce que vous voulez, eh bien, à la limite, cette instance n'a plus de légitimité. Autrement dit, la légitimité du sommet d'hier, dans le modèle horizontal, elle disparaît, elle s'effrite, elle s'effondre, il n'y a plus. Et si vous poussez encore la logique jusqu'au bout, et n'ayez crainte, nous sommes pris dans cette logique qui se pousse jusqu'au bout, de passion égalitaire. Vous allez avoir une autre instance qui bientôt n'aura plus aucune légitimité. Ce n'est rien d'autre que la différence générationnelle. C'est-à-dire qu'au fond, au nom de quoi est-ce que les parents viendraient imposer quelque chose à l'enfant? Je caricature, bien sûr, n'empêche que vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait faux, même dans le concret de ce que vous observez. À quel point ce sont les enfants qui parviennent parfois à décider du lieu où on va en vacances, de la voiture qu'on va acheter. Bon. On devient presque au service parfois des enfants. Donc vous avez une sorte d'effacement, de brouillage de la différence générationnelle qui vient quelque part nous mettre à mal. Et pourquoi est-ce que c'est embêtant, au fond? Ce que je vous dis, c'est... Attendez, c'est là que ça se corse. C'est que jusque-là, au fond, je crois que tout le monde à peu près doit être d'accord pour dire bah oui, c'est ça qui se passe, mais enfin, c'est pas le drame. Bon. Oui, mais attention, parce que l'humanisation, c'est quoi? Je viens de vous le dire tout à l'heure. C'est la soumission à des lois qui sont celles de la spécificité humaine, à savoir du langage et de la parole. Eh bien, figurez-vous que dans le modèle ancien, pendant plus de 25 siècles, ce qui a servi d'appui, de levier à la transmission de cette exigence d'humanisation, c'est l'instance paternelle. C'est l'instance paternelle. C'est pour ça que jusqu'il y a encore 30-40 ans, nous étions tous des enfants du Père. Bon. Alors ça voulait dire que qu'on appartenait au Père? Non, 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 c'est pas ça. C'était que le système qui avait été trouvé de déclarer l'enfant enfant du père voulait dire qu'il n'était pas seulement l'enfant de la mère. C'est ça que ça voulait surtout dire. Ça n'avait rien du tout contre la mère, c'était simplement parce qu'il n'est pas que ça. L'enfant naît deux fois, un être humain ça naît deux fois, une première comme un paquet de chair, et là la mère elle suffit toute seule, on pourrait le dire comme ça. Mais pour être père dans le langage, pour être un enfant dans le langage, il faut une seconde naissance, et cette seconde naissance était soutenue autour de l'instance paternelle. Alors vous allez me dire, bah oui, évidemment, c'est ça, il veut qu'on revienne au père du patriarcat. Non, c'est pas ça que je dis du tout. Je dis que, simplement, il faut reconnaître que pendant tout un temps, dans le modèle ancien hétéronome, cette instance paternelle a été la modalité de transmission des exigences de l'humanisation. Et donc, Jean, si vous me suivez là, je ne vais pas citer la phrase de Lacan à laquelle je peux me référer, qui dit ça très très clairement d'ailleurs. Donc le père n'est pas que la question du représentant du patriarcat. Il était cela aussi. Et c'est cela qu'on en a voulu bousculer, mais d'une certaine façon, on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain, puisqu'en bousculant la question du père du patriarcat, on a aussi, sans le savoir, sans le vouloir, raboté, abrasé le modèle même par lequel se transmettait depuis des siècles la question de l'humanisation. Et donc, le problème où nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes avec une humanisation qui ne sait plus comment elle doit procéder pour se faire, mine de rien, même si ce n'est pas affiché dans les journaux, cette affaire-là. Mais pourtant, c'est bel et bien comme ça. Et par où ça vient, cette affaire-là? Eh bien, figurez-vous que cela vient d'une façon tout à fait simple, tout à fait claire. C'est que la délégitimation dont je vous ai parlé à propos du sommet de la pyramide, si je pousse ma passion égalitaire jusqu'à abraser la différence générationnelle, c'est la légitimité des parents qui ne trouve plus appui. Alors peut-être que ça viendrait expliquer pourquoi, comme nous le savons aujourd'hui, beaucoup de parents sont en difficulté pour soutenir une légitimité. Alors, parents, oui et non parents, parce que là, il y a une différence entre l'intervention de la mère et l'intervention du père. Mais n'entendez pas ce que je dis comme lié à des personnes. Entendez-les comme liés au pôle de la présence et de l'absence, comme dialectique dans le langage. Donc du coup, figurez-vous qu'avec la modalité nouvelle de l'autorité parentale conjointe, bravo, au niveau citoyen, il n'y a pas de problème, très bien. Mais ce que ça ne dit pas, c'est que c'est une autorité parentale conjointe qui se fait sur le dos de la fin de l'autorité paternelle d'hier.
Et c'est tout à fait, d'un certain point de vue, justifié. Mais en même temps, cela veut dire que celui qui avait la charge de surtout présentifier à l'absence à l'enfant, l'interdit, se trouve, lui, dévalorisé au profit de la seule présence. Et peut-être d'ailleurs que c'est aussi ce que l'on constate. Énormément de parents sont très soucieux d'aimer leurs enfants, de leur apporter tout ce qui convient, toute la présence nécessaire, mais ils oublient très souvent parfois qu'il faut aussi intégrer des interdits, des choses qui ne vont pas, tout ce que vous voulez. Bon. Et donc voilà comment cette polarité de l'absence aujourd'hui se trouve très, très, d'une certaine manière, dévalorisée, hein, très pauvre, rappauvrie. Alors, cette polarité de l'absence, lorsqu'elle est ainsi appauvrie, elle a des effets au niveau sociétal. J'aime beaucoup cette formule de Byung-Chul Han, j'en ai déjà parlé hier, je crois, qui dit que nous sommes passés d'une société de la négativité à une société de la positivité. La société positive est en train de réorganiser entièrement l'âme humaine. C'est une autre manière de dire que nous sommes passés d'une société interdictrice à une société qui est promotionnante. Bon. Ce n'est pas la même chose, parce que dans la société négative, vous n'avez aucune difficulté à reconnaître la pertinence de l'absence. Dans une société positive, toute absence, on a parlé de ça à propos de l'absentéisme des professeurs hier, des enseignants, hein, toute absence peut être tout le temps vécue comme quelque chose qui n'est pas bien. Alors qu'au fond, l'absence, c'est une des polarités de ce que le langage exige. Pour parler, vous devez faire la dialectique sans arrêt entre présence et absence. Donc, vous voyez que dans ce monde particulier qui a mis 5 siècles pour arriver, mais qui depuis quelques dizaines d'années a littéralement abouti, et moi, je pense que nous sommes à la 3e génération de sujets, de personnes qui ont réussi cette opération de se débarrasser du père dans l'appareil psychique, d'une certaine façon. C'est-à-dire que là où le désenchantement du monde hier se voulait collectif, avec toutes les questions que nous connaissons, il est presque devenu une exigence dans l'intime, dans le privé, pour en finir et induire par le déclin du père quelque chose qui n'a rien de décliniste, qui est au contraire promouvant la capacité d'un sujet de se prendre en main à partir de sa propre loi et de la loi des humains, ce qui n'est pas la même chose qu'à partir de la loi du Père, des cieux et de tous ceux qui s'en autorisent. Voilà. Donc, nous avons dans ce contexte, après 68, autour de 68, et je ne fais pas de 68 un lieu ni de... Il y a eu plein de choses géniales, donc c'est pas ça du tout, entendez bien. Simplement, c'est sans doute le moment, ou en tout cas dans l'après-coup, quand vous voyez des films sur mai 68, ils le disent tous, le père, bouf, il est tombé. C'est-à-dire que quelque chose dans l'appareil psychique d'un chacun, appréhendable par chacun, il ne fallait pas avoir ni fait des études universitaires, ni ça, a bien compris, a bien senti, a bien saisi qu'il y avait là une manière de nous débarrasser de celui qui, à la fois, était interdicteur, mais en même temps véhiculait tout un modèle pyramidal que nous ne voulons plus, à savoir le modèle patriarcal. Et ça, c'est très bien, d'une certaine façon. N'empêche que ces parents-là, qui s'étaient parvenus à faire tomber le père, n'ont pas voulu être à la position parentale pour la génération d'après. Bon. Et cette génération d'après s'est retrouvée avec des parents qui, plutôt que de leur interdire, leur disaient « mais je vais t'expliquer pourquoi ça ne va pas ». Bon. Et c'était une façon de faire. Le problème, c'est que la génération qui suivait directement la première a encore perçu l'ambiguïté. Mais nous sommes aujourd'hui probablement à la première génération qui n'a plus eu, dans celle de ses parents, trace de cet évitement. Donc nous avons une nouvelle génération très particulière qui a comme effacé l'effacement qui a été fait dans les 2 générations précédentes. Et là, ça nous change la donne, ça. Et c'est comme ça que j'en arriverai à la société bouge, tout le système change, tout le système évolue, nous met en grande difficulté pour faire collectif, mais introduit et induit une délégitimation de la parenté, en quelque sorte. Donc aujourd'hui, autorité parentale conjointe, comme on sait, c'est très bien, il n'y a personne qui va s'opposer à ça. Sauf qu'on voit bien, quand il y a divorce, séparation, etc., on se demande toujours, mais qui
va prendre l'autorité? Alors, on a beau dire c'est conjoint, oui, mais s'ils ne s'entendent pas, comment ils font? Donc, ce n'est pas si simple. C'est comme si ça méconnaissait le fait que, en fin de compte, il y en a toujours un, et je dis bien un, qui va prendre le dessus sur l'autre, ou l'autre sur l'un, comme vous voulez. Mais vous n'y couperez pas. Vous n'avez pas de discours humain sans qu'à un moment donné, l'un, que ce soit homme, femme, patron, maître, esclave, tout ce que, peu importe, il y en a un qui va prendre... Il y a une disparité qui va devoir aller là. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire appel à la légitimité de cette disparité sur le modèle d'hier. Alors nous sommes obligés à faire une autorité qui cache qu'elle est autorité. Nous devons affaire à une antériorité qui cache qu'elle est antériorité, qui ne veut pas la reconnaître. Nous avons affaire à une altérité qui n'est plus vraiment altérité. Selon la loi des 3A, cette mutation produit chez moi, pour moi, perte de l'altérité, autorité, antériorité. Trois phénomènes qui vont ensemble. On en arrive du coup à ces sujets d'aujourd'hui, dont on peut quand même, si on n'est pas trop à vouloir ne pas le savoir, on est quand même très souvent confronté, ça marche? Ouais. Bon. On est encore quand même confronté à pas mal de sujets pour qui, au fond, quoi? Mais ce travail d'humanisation, qui demande quoi, en fin de compte? Qui ne demande pas qu'on se soumette aux lois de la société, ça c'est bon pour la socialisation. Ce travail d'humanisation, qui demande que chaque être humain, et croyez-moi, tout enfant sait ça, et il n'est pas très content. Hein? Il n'est pas très content, et il le dit à ses parents, de devoir supporter cette loi de la condition humaine qui lui demande de renoncer à la satisfaction complète, qui lui demande de renoncer à l'immédiat, qui lui demande de ne plus penser que tout va être réalisable. Bon. C'est quelque chose qui fait la donne de tout enfant, et qui va renoncer à sa toute-puissance infantile, qui va renoncer à devoir être la seule merveille du monde de ses parents. Hein. Lorsqu'il va à l'école, ça ne se passe pas tout à fait comme ça d'emblée, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Mais avant, comme vous le saviez, l'école était préparée par la famille, qui préparait que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, les parents, ils vont soutenir leur enfant à l'école en disant à l'école « mais vous ne me soutenez pas comme moi je soutiens mon enfant », avec la même reconnaissance que c'est une merveille du monde. Dans ce cas-là, ça pose quelques problèmes, évidemment. Mais on en est là. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces enfants qui sont construits comme ça? Je ne sais pas si vous avez un moment, si vous pouvez vous représenter ça, mais je voudrais vraiment arriver à vous le faire entendre. On ne veut pas trop savoir l'effet curieux que va produire chez les enfants d'avoir l'impression de ne plus devoir être soumis aux lois de l'humanité, c'est-à-dire ce que je viens de vous rappeler très rapidement, mais qu'au contraire, ce qui compte, c'est leur singularité, le développement de leur singularité, de leur autonomie. Ça risque de poser quelques difficultés. J'ai eu écho là par un journal belge d'ailleurs qu'à Montpellier, il y avait désormais une nouvelle consultation psychiatrique pour les enfants tyrans. Bon, eh ben oui, nous ne sommes plus au règne de l'enfant roi, nous allons avoir quelques enfants tyrans, c'est-à-dire quelques enfants pour qui le fait de ne pas avoir dû se soumettre à cette règle, non pas sociale, mais humaine, de nouer le corps et le langage, c'est-à-dire deux choses complètement qui ne vont pas ensemble. Les mots, ça va vous demander de la perte. Les mots, le passage aux mots, ça va vous demander de perdre le sensible tout le temps. Eh bien, le fait que ça ne soit presque plus mis au programme, pas tellement comme tel, mais parce que la légitimité de ceux qui doivent accompagner ce trajet n'étant plus là, ils se sentent en grande difficulté pour le faire. Donc ça vous fait dire que je n'entends pas les parents en difficulté comme des parents démissionnaires, mais je les entends plutôt comme des parents délégitimés. Hein, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bon. Ils sont mis à mal parce qu'ils ne savent pas sur quoi ils peuvent s'appuyer encore pour aller dire que c'est ça qui... Ça suffit, là. Tu arrêtes maintenant. Hein, bon, eh ben, ça devient très difficile à faire. Mais qu'est-ce qu'il en est pour l'effet chez l'enfant qui a vécu cela enfant? Eh bien, c'est tout simplement qu'à ce moment-là, il n'a pas été procédé à ce qui s'appelle l'éducation au sens freudien, c'est-à-dire le sacrifice de la pulsion. La pulsion, elle peut rester comme ça, à l'état de fonctionnement, sans du tout refoulement, sans exigence de mettre des limites, sans rien du tout. Elle continue à exister là. Impossible pour le sujet de faire face à ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, à ce moment-là, lorsque la pulsion n'a pas été remodelée, suite à cette crise de l'humanisation, comme je le dis, et à cette délégitimation de ceux qui avaient à l'accompagner pour l'aider à intégrer ce sacrifice de la pulsion,
je crois qu'à ce moment-là, la pulsion se maintient comme telle dans le psychisme. Et probablement que là, je propose à ceux qui réfléchissent sur la pulsion et le destin des pulsions, peut-être un nouveau destin des pulsions qui n'était pas entendu, c'est que le sujet n'a plus alors à risquer que l'enquistement de la pulsion. Il la laisse exister, non accepter le fait qu'il n'y a pas l'objet qui va la satisfaire, ça reste à l'intérieur de lui, et cela risque d'envahir à certains moments donné le sujet d'une façon telle qu'il ne puisse pas y faire face. Il ne reste donc qu'à contourner cette exigence de la pulsion, il va passer sa vie à ça, à se choisir par exemple un partenaire qui la limite à sa place, ou bien par exemple à remplir le temps pour ne pas avoir à faire le travail de se confronter à ce sacrifice de la pulsion auquel il n'a pas été aidé en temps utile. Cela provoque d'ailleurs quelque chose que nous reconnaissons à l'œuvre aujourd'hui, la disparition de la phase de latence. Tous les cliniciens disent ça, il n'y a plus de phase de latence. C'était quoi la phase de latence? Eh bien, c'était le moment où le sacrifice de la pulsion, le sujet y avait consenti via l'Oedipe, en gros. Et qu'à partir de là, il avait 6 ans entre le moment où il avait résolu ça et le moment où l'imprégnation hormonale allait relancer le processus, il avait un temps idéal pour aller faire des apprentissages scolaires, parce que pendant ce moment-là, au fond, il s'était assagi, c'était possible. Eh bien aujourd'hui, il n'y a plus. C'est laissé en suspens, c'est pas réglé. C'est pas réglé. Bon. Et au moment où, évidemment, lorsque l'adolescence va refaire on va retrouver, puisqu'on est dans le pays des volcans, les volcans pulsionnels à l'œuvre. On va les retrouver à ce moment-là, avec tout ce que vous savez du côté des passages à l'acte, de la violence et des choses comme ça. Il me semble donc que la question devient alors celle-ci, et c'est là que quelqu'un hier a évoqué le tout dernier enseignement de Lacan. Là. Il y a là quelque chose de très intéressant qui nous amène à la fin de son travail, à mon avis. C'est précisément cette sorte de mot un peu bizarre qu'il appelle la langue. La langue en un seul mot. Alors qu'est-ce que c'est que ce bazar? Eh bien c'est que justement, on pourrait dire comme ça au fond, Freud, il a commencé à ouvrir l'inconscient, ça s'est refermé, il a dû réinventer la pulsion de mort, Lacan a commencé par dire, et c'est votre affaire de démangeaison d'hier, ça se résout par une mise en signifiante correcte, on peut dire comme ça. Les choses se résolvent. Et puis, il a dû bien se rendre compte que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas vrai du tout. Hein. Que si une série de choses, comme le cas que vous nous avez ramené, se résolvent, il y a aussi des gens pour qui, aujourd'hui, ça ne se résout pas comme ça. Parce qu'au fond, nous sommes à un moment de fin du père, mais de fin de la langue organisée selon le modèle paternel aussi. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'une autre langue qui est à l'œuvre. Et quelle est cette langue? Eh bien, la langue, c'est une langue avant la question de l'organisation signifiante de la culture et de la langue. C'est la langue purement liée à l'émergence sonore de mots, de jargons qui font jouissance entre la mère, le corps maternel ou le corps du premier hôte qui s'occupe de l'enfant et l'enfant. C'est là-dessus que ça va se jouer. Donc nous n'avons plus rapport tellement à une langue, nous avons rapport à ce jargon. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a aussi des parents qui disent ça de temps en temps, ils le disent très clairement, mais vous ne comprenez pas ce qu'il dit, votre enfant, hein, et la mère, il arrive à répondre, comment ça se fait que je ne comprends pas? Elle dit, ne vous inquiétez pas, moi je comprends. Hein. Donc ça suffit. Bon, entre lui et moi, ça va. Si vous n'êtes pas dans le coup, ce n'est pas grave. Donc ça continue, si vous voulez, à rester sur ce domaine de la langue dont parle Lacan. Il y aurait d'ailleurs beaucoup de choses à dire, je ne vais pas le développer ici, vous pensez, mais quand même, une petite chose en plus que j'essaierai de me risquer, c'est de dire quand même que la langue vient donner plus de place à la jouissance de la langue qu'à la signification de la langue. Hein. Donc ce n'est plus ce que la langue dit qui compte, mais c'est le fait de ce que quand quelqu'un raconte, même là, pour le moment, moi, je suis en train de jouir de ma possibilité de vous parler. C'est assez évident que ça joue. Et dans cette jouissance de la langue-là, il s'agit quand même d'introduire du trou. Sinon, le symbolique ne va pas pouvoir faire prise. Or, c'est là aussi que ça intervient. C'est que du coup, le fait de parler... Alors, je pense que
je ne sais pas si elle accepterait cela, mais le fait comment Anne-Josse, là tout à l'heure, tu rappelais le contact avec ces gens qui viennent pour demander des choses à première vue un peu folles, pour le dire comme ça, de trouver un enfant même par une autre manière que la relation sexuelle, ce qui n'est quand même pas rien, ce qui est inédit dans l'histoire, je vous signale, eh bien le fait de parler à quelqu'un d'autre qui lui donne une oreille de parler, ça suffit peut-être bien pour remettre à l'œuvre ce trou dans la langue, c'est-à-dire à ne pas faire que coïncide la demande, l'émergence sonore des sujets avec leur jouissance à eux. Il y a déjà une jouissance qui tout à coup vient à se barrer. Et du fait que la jouissance se barre, qu'elle soit donc limitée, c'est-à-dire en termes freudiens, que la pulsion soit, que le sacrifice de la pulsion soit accepté, et bien du coup, le désir repart d'une autre façon, les choses peuvent repartir. Donc vous voyez à quel point ça peut être important, et à quel point même ça va probablement, c'est ça qui me faisait dire hier à mon collègue, là aussi, présent, de me dire, mais la psychanalyse, c'est mobile, ça change, parce qu'aujourd'hui, nous allons peut-être devoir prendre en compte comment parler à nos patients, de telle sorte de ne pas leur laisser croire qu'ils sont dans la jouissance illimitée de la langue qu'ils pratiquent, à savoir de la langue qu'ils ont pratiquée enfant et qu'ils continuent de pratiquer, même s'ils parlent en jargon que vous et moi comprenez. C'est toujours ce mouvement-là qui doit être frappé du trou, là. Il faut que ça vienne être troué. Bon. Fameuse poème d'Henri Michaud que vous connaissez, qui dit « Je suis né troué ». Fameuse phrase de Valère Novarina qui dit « Nous sommes les seuls animaux à avoir un trou dedans ». Eh bien oui, il faut que le trou nous marque, sinon il y a quelque chose du rapport au symbolique qui ne fonctionnera plus. Et dans le modèle d'hier, la transmission était garantie au programme par le biais de l'instance paternelle. Aujourd'hui, la transmission n'est plus garantie au programme, si vous voulez, en quelque sorte. C'est ça la difficulté que nous allons donc devoir reprendre, parce que du coup, nous laissons pas mal de sujets, sans aucun doute, comme si le cœur de leur psychisme n'avait pas été atteint par l'incontournable d'une mise au pas. Il y a quelque chose qui reste là. Il reste alors en eux, je dirais, de l'indomptable, que le sujet n'aura cesse de cadenasser, de contenir, d'enfermer, et qui ne pourra évidemment que ressurgir comme un volcan pulsionnel à l'une ou l'autre occasion, avec angoisse et désarroi, bien sûr. Les indomptés que nous fabriquons à notre insu à cause du changement de société qui finit par inférer sur la légitimité, qui finit par du coup intervenir sur la façon dont la génération du dessus ne soutient plus la génération du dessous à se confronter à. C'est bientôt fini. D'accord. Bon. Il n'y a pas de problème. J'ai encore une page, pas plus. Donc les indomptés, ces indomptés-là que nous rencontrons, je crois, aujourd'hui, que nous commençons à rencontrer, sont des laissés pour compte. Ils n'ont pas été aidés par leur entourage pour dompter leur pulsionnel. Leur entourage, j'entends familial, mais aussi sociétal, puisque nous en sommes là aujourd'hui. À cette question, du coup, se pose alors une énorme autre question nouvelle, qui est celle de la responsabilité du sujet. Parce que vous ne pouvez pas faire... Si le sujet, selon une formule freudienne et lacanienne, est toujours responsable de sa position subjective, ça je crois que ça reste vrai, mais il faut savoir qu'il demande peut-être d'abord à être reconnu dans une part de responsabilité qu'il n'a pas eue, étant donné que c'est les autres qui n'ont pas fait le travail qui devait être fait pour lui. Il y a quand même quelque chose là qu'il a besoin d'être reconnu. La pulsionalité, sinon, reste enquistée, faute d'avoir été éduquée, sacrifiée. Sa force est alors volcanique, prête à profiter d'une trouée pour s'échapper ou sans cesse à bouillir. Ce n'est plus une névrose qui alors résulte, elle, toujours de l'inacceptation de la castration. Discussion hier avec Laurent Demoulin, hein. Mais c'est un inatteignable par la castration qui a été mis en place et qui empêche la structuration. Pas la même chose. Il y a quelque chose là qui reste intouché, inatteignable. Dans le transfert alors, ce patient a besoin d'un amour, figurez-vous, très curieux. Je pense qu'il a besoin d'un amour inconditionnel, mais à condition de... Une drôle d'affaire, j'ai envie de dire. Il a besoin d'un amour inconditionnel, parce qu'il faut que sa pulsionalité, maintenue dans le cocon, dans l'enquistement, soit reconnue par l'autre comme lui appartenant et tissant son être.
Cette pulsionalité, c'est lui. Indiscutablement. Il faut qu'il soit reconnu comme c'est lui. Mais, attention, c'est une inconditionnelle de lui reconnaître lui dans son être, à la condition qu'il l'éduque, à la condition qu'il lui donne, qu'il la fasse, qu'il provoque ce renoncement, ce trou auquel justement il n'a pas eu accès, étant donné qu'il a pu penser, à cause du contexte d'autonomie généralisée dans lequel il se trouve, qu'il échappait à l'hétéronomie, ce qui évidemment n'est pas le cas. Il n'y a personne ici dans la salle qui va dire qu'il s'est construit tout seul, qu'il a parlé français tout seul. Tout le monde sait très bien que nous sommes tout à fait dépendants et d'abord construits par les autres autour de nous. La conditionnalité ne doit donc pas porter sur son être, mais sur le travail qu'il faut qu'il accomplisse, même si c'est en retard sur le programme. Il ne s'agit pas de le laisser faire cela comme s'il était tout seul. Des mots à cet égard doivent être prononcés pour que le sujet sache que celui à qui il confie sa difficulté a entendu qu'il s'agissait de cela. Trop de silence à cet endroit le laisse, voire le remet, face à son volcan intérieur. Il est important de repérer qu'il ne peut pas d'emblée faire face seul, même si c'est bien cela à quoi il va devoir y arriver. Comme vous voyez, si ce que je vous dis se tient un tout petit peu, ça risque d'avoir d'énormes conséquences sur notre pratique clinique pour essayer de pouvoir faire face et de pouvoir accompagner ceux qui ont été laissés pour compte, comme je les ai appelés, par la génération de leurs propres parents qui, à leur insu tout à fait, n'ont simplement plus trouvé en eux, ni en le discours sociétal, la légitimité que pour pouvoir soutenir leur place, de les aider à faire ce sacrifice de la pulsion auquel personne ne peut échapper s'il veut rester humain. Merci beaucoup de votre attention. Moi, j'allais justement te dire, pendant que le micro arrive, que précisément, est-ce que donc, en dehors de l'amour de transfert qui est évident et qui... Est-ce que donc, on va être un peu plus dirigiste? Est-ce qu'il va falloir... est-ce que... Voilà, dans la pratique, est-ce que c'est... Ta fameuse phrase que tu, la fameuse phrase que tu nous as citée hier de Roustan, que je trouvais très intéressante, à laquelle je n'adhère pas du tout, quand il dit, je la reprends, l'induction hypnotique n'est rien d'autre qu'une proposition d'hétéronomie pour que puisse éclore une économie authentique. Je ne crois pas qu'on va devoir être dirigiste, mais je crois qu'il va devoir très fermement donner des bornes, des limites, à partir duquel le sujet fera encore ce qu'il veut. Attention justement de ne pas tomber dans le dirigisme, c'est pour ça que je n'aime pas l'induction hypnotique, mais je peux comprendre qu'il s'agit d'essayer de répondre à cette nécessité d'hétéronomie pour que le sujet puisse avoir une autonomie authentique. Ça, je trouvais intéressant. Voilà, justement, de le dire comme ça. Mais je ne crois pas que ça pose le dirigisme. Et c'est très délicat, hein, parce que je ne parle pas là au niveau de la clinique individuelle, mais au niveau de la clinique institutionnelle. Il est très difficile aujourd'hui, je trouve, de faire entendre à un groupe qu'ils doivent réinstaller de l'autorité légitime au sein d'eux, sans du coup laisser penser que l'on pousserait au modèle hiérarchique d'hier. Oui. Voilà. C'est très délicat, c'est très difficile à faire. Moi, j'avoue que parfois, je me suis cassé la pipe là-dessus. C'est vraiment pas ça. J'ai jamais voulu que vous repreniez comme ça le pouvoir. Mais si, on est dans une bascule très délicate pour faire entendre que aujourd'hui, la manière de soutenir une autorité n'est absolument pas sur le modèle hiérarchique garanti d'hier. Mais il faut quand même reconnaître que certains, il faut bien le reconnaître en fonction des procédures institutionnelles éventuellement, se trouvent à une place qui n'est pas la même que celle de tout le monde. Cette manière, c'est pour ça que je trouvais que ce fameux terme que nous amène François Julien de décoïncidence est très intéressant, pour le dire très simplement, parce que c'est vraiment ce à quoi on ne coupe pas dans l'humanité. Vous serez toujours face à quelque chose qui ne coïncide pas, la décoïncidence. Mais attention, le modèle d'hier vous permettait d'y faire face et vous donner des outils. Le modèle actuel vous laisse un peu à cuillère devant comment faire avec ça. Et devant ce modèle-là, vous comprenez que certains aujourd'hui ne font plus référence à l'autorité symbolique qui dit que... mais au contraire se réfèrent à l'autonomie des algorithmes, des chiffres, etc., etc. Ils retrouvent du coup une dimension d'autorité, mais malheureusement une autorité dont ils vont complètement escamoter la dimension de décoïncidence.
Ah, ça, c'est très dangereux, parce que je vous signale que ça, c'est la clé des totalitarismes nazis et soviétiques. Hein. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Bon. Et la position d'exception doit bien rester dans la séance. C'est ça qui fait que là, il peut se permettre ça, parce que comme ça passe par les corps dans l'hypnose, forcément qu'après la séance, c'est plus facile. Le corps, il va reprendre sa... Tu vois, alors que dans la séance de psychanalyse, le psychanalyste doit bien montrer que cette position d'exception qui se permet ou qu'on lui permet ou qu'on lui autorise, elle s'arrête immédiatement à la séance. Et c'est très difficile. Mais oui, mais en même temps, on voit bien, moi je trouve que ces jeunes qui sont comme ça complètement affolés devant l'univers pulsionnel auquel ils vont devoir se confronter, c'est quand même extraordinaire qu'ils gardent souvent dans un lien transférentiel une sorte de croyance ultime, mais qui tient la route. Je vais quand même venir vous parler. Bon. Donc il y a quelque chose de très important qui se joue là, mais qu'on va devoir... oui. Bon. Voilà, donc écoutez, moi je vais vous dire un grand merci pour la clarté de votre exposé, pour le plaisir que vous m'avez donné bien entendu et pour les conséquences que cela aura dans notre dialogue futur. Bon, alors je ne reprendrai pas tout ça qui a été dit de manière si claire. Juste au passage, quand vous avez parlé de la langue, hein, ce petit clin d'œil que j'ai donné ce matin, quand j'ai vu l'image de Vecchio, l'image que nous a montré Gérard Osterman de la mère et de l'enfant, faisait allusion bien sûr à la langue, à cette manifestation fondamentale de ce jargon dont vous parliez, et que vous éclairez aujourd'hui de cette dimension de la jouissance de la langue en introduisant du même coup la dimension du réel. Ça me paraît fondamental. Bon, d'autre part, pour tout ce que vous dites sur le père, bien entendu, vous vous en doutez, je suis tout à fait ce que vous dites là, mais j'ajouterai quelque chose qui concerne la clinique et qui vous rejoint tellement, parce que quand vous avez parlé, c'est présenté à mon esprit des illustrations cliniques, dont j'en prendrai qu'une, mais il me semble qu'elle répond un petit peu à toutes ces questions qui se posent entre nous. Au fond, quand vous avez parlé du père, moi aussi, j'ai été secoué par ce problème aussi dans mes rencontres avec les femmes et les couples infertiles. Et évidemment, on me reproche parfois de toujours en référer aux femmes pour m'en sortir. Et je suis obligé de dire que c'est vrai. Et que si je continue à faire de la gynécologie une grande partie de ma fonction, et aussi de psychanalyste d'autre part, j'ai gardé la place de clinicien. Et là, vous allez voir, c'est quand même très surprenant. Parce que chaque fois que je me décourage, une femme ou un couple arrive pour me tendre quelque chose qui me montre que là se trouve le chemin. Et quand j'en étais au plus lourd, si vous voulez, de cette constatation clinique sur le déclin de la fonction paternelle qui remuait dans le monde de la psychanalyse quelques modernités, il fallait être de cet avis pour que ça fonctionne comme ça. Et là, tout à coup, s'est passé autre chose. Et cette autre chose me montrait bien qu'il ne s'agissait pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du personnage, mais de la fonction. Et je me souviens de ce cas clinique, parce qu'il est encore récent, qui est le suivant. L'un de mes amis proches, que vous connaissez aussi, m'a adressé, en tant que gynécologue, lui c'est un psychanalyste aussi, mais il s'adressait aux gynécologues, un couple infertile. La jeune femme, qui était une femme qui s'occupait de droit à un très haut niveau, jouissait véritablement, à chaque rencontre, de sa place et de sa reconnaissance dans le monde de la connaissance juridique. Et quand j'ouvrais la question du père, elle était seule, puisqu'elle disait « je ne peux pas avoir d'enfant, ça fait 10 ans que nous sommes là, rien ne se passe », et elle embrayait sur ses qualités que tout le monde lui reconnaissait. Et alors je disais « et le père ?» Et alors elle me disait « oh, c'est un enfant, vous savez, il est là, il est à la maison, il s'occupe de tout le matériel et il me donne la possibilité comme ça d'avancer. » Elle ne me présentait jamais cet homme. Elle a entendu quand même dans mon silence ou dans mon regard que j'aurais bien aimé le connaître. Cet homme est arrivé. La première fois, c'est vrai, c'était l'enfant. Elle a parlé tout le temps. Elle le regardait à peine, mais elle disait quand même qu'il lui rendait tellement service. Elle est venue une seconde fois, toujours infertile, avec ce même personnage qui s'est tu et qui nous a laissé parler avec sa femme. Et tout à coup, elle disait « je suis toujours infertile, on pense même que j'ai une maladie neurologique, certains
parle de sclérose en plaques, et peut-être, au fond, ce serait ça. Alors tout à coup, la voix s'élève. Le type me regarde et me dit « A-t-elle une contre-indication à la grossesse, monsieur? Ça commence à devenir long, cette affaire. Il faudrait que vous vous déterminiez. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de contre-indication, monsieur. » Alors il se retourne vers sa femme, il me dit « Tu as entendu ?» Il se lève et il part avec elle. 2 mois après, elle était enceinte. Voilà, alors si vous voulez, là, nous avons le père, nous avons l'enfant, nous avons la restitution de la fonction. Et là, j'ai pensé à vous, évidemment, et à cette observation que vous m'avez si fraîchement remémorée. Merci encore. Ce que vous dites du jeune débordé par ses impulsions, son schéma pulsionnel, me fait penser à quelque chose qui fait partie de mon expérience personnelle, qui est celui du trouble borderline. J'ai eu beaucoup à m'occuper de patients borderline et j'en viens à vous écouter, à me demander si le développement considérable de ce genre de trouble n'a pas quelque chose à voir avec ce que vous venez de décrire. Oui, bien sûr. Oui, absolument. Mais ça fait longtemps que, c'est pas moi qui l'ai dit le premier, ça fait longtemps qu'on dit cela. Ça a été un peu gêné, cette affaire de... Moi, je dis, dans le monde sans limite, je dis que la phénoménologie des borderline est une chose à prendre au sérieux, mais que le monde lacanien, à l'époque, ne voulait absolument pas parce que ce n'était pas un diagnostic de structure qui convenait. Je crois qu'on peut très bien nouer les deux. On peut très bien dire qu'au fond, le borderline, on ne sait pas de quelle structure il est. Alors maintenant, il y a nos collègues de l'école de la cause qui ont inventé le terme de psychose ordinaire. Je ne suis pas d'accord avec eux pour une raison simple, c'est que je n'aime pas que l'on donne d'office le diagnostic de psychose, qui est considérable parfois, comme dans les suites, à ce type de difficulté. Mais il faut reconnaître que tout le monde, tous les groupes, essayent de donner corps à une certaine conceptualisation qui rende compte de ce que vous appelez là rapidement borderline et qui depuis longtemps, depuis comment il s'appelle le premier qui s'occupait de borderline, bon, c'est embêtant, son nom m'échappe, le monsieur chilien là, comment? Non, le psychanalyste chilien, depuis le début, il a dit c'est lié à la société. Juste après la guerre, très vite, il a dit ça. Donc je crois que c'est juste. Oui, tout à fait vrai. Alors, je vous remercie de donner des pistes de réflexion et sur une attitude thérapeutique. Ah, vous n'entendez pas? Non. Mieux. Comme ça. Je vous remercie de vos propositions de réflexion pour accompagner nos patients. Je voudrais savoir si vous posez bien la question dans la dimension de la cité. Moi, je me positionne effectivement dans ce rôle de citoyenne, de mère, de parent. Et je me dis, est-ce que vous avez des pistes de réflexion sur comment on pourrait, entre nous, s'entraider pour transmettre un nouveau cadre? On ne pourra pas réinstaurer la structure verticale et pyramidale avec le père en haut. Mais est-ce que vous avez des pistes de réflexion par rapport à ça? Il y en a une qui vous a été donnée hier, les ancêtres. Monsieur Julien semblait d'accord avec ça, en faisant référence à la Chine. Comment? Oui. Je crois qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui de... Ce qu'il faudrait, à mon avis... C'est idiot de donner des conseils comme ça, j'aime pas beaucoup, mais en même temps, pourquoi pas. Ce qu'il faut éviter, c'est de toujours remettre à demain la limite dans laquelle l'enfant va se trouver. Voilà. Or, je trouve qu'il y a 1001 façons de ne pas vouloir, ou de ne plus vouloir, ou de ne plus pouvoir être celui qui va endosser la haine que le rappel de la limite va promouvoir chez l'enfant. C'est ça le problème. C'est qu'on ne veut plus... Pourquoi est-ce que vous ne savez pas lui mettre des limites, monsieur et madame? Réponse, parce que sinon il ne va plus m'aimer, mon enfant. C'est ça qui est dit. Bon, c'est dit, ça cliniquement. Bon. Alors, d'où ça leur vient aux parents d'aujourd'hui de penser, de conceptualiser qu'un enfant n'aime pas d'emblée ses parents? C'est évident. À tel point que même s'il le maltraite, il les aime toujours.
Donc, alors, qu'est-ce que c'est que cette sorte de crainte tout à coup qui vont plus les aimer? C'est pas ça. Le problème, c'est je n'ai plus envie de supporter la haine et l'agressivité que ça va susciter que de devoir être moi, celui qui rappelle que nous sommes soumis à quelque chose qui s'appelle le sacrifice de la pulsion. Ça, c'est embêtant. Je ne veux plus être celui qui prend les coups. Bon, parce que je n'ai plus la légitimité reconnue de l'avoir. Alors aujourd'hui, nous devons du coup faire des formations à la parentalité, comme j'ai déjà dit sûrement ici, ce sont des formations qui n'ont jamais existé depuis que le monde est monde. Il ne fallait même pas aller à l'école pour savoir être parent. Maintenant, il faudra un diplôme bientôt pour pouvoir l'être. Bon. Oui. Non, mais il y a heureusement des mais voilà, c'est simplement que je ne suis pas sûr qu'il y ait des recettes, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas à éviter d'introduire le trou, de montrer là où il est. Et voilà, c'est toujours avec ça qu'on a affaire. Jean-Pierre, je voudrais revenir sur la fin de ton exposé et te proposer quelque chose aussi là. Mais je ne suis pas du tout sûr. Donc c'est vraiment, je bricole là. Est-ce que, puisque ce qui fait vraiment difficulté, c'est cette question de la mise au point des limites, hein, et du sacrifice de la pulsion, pour dire quelque chose comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, voilà. Est-ce qu'il y aurait un sens à proposer aux patients, puisqu'ils sont dans une logique de l'autonomie, de s'auto-interdire? Alors, je dois dire que j'ai essayé avec du bonheur parfois, du malheur parfois. Enfin, je veux dire, mais leur proposer je pense par exemple à un monsieur qui ne savait plus travailler. Il ne savait plus travailler. Alors, ça s'apparentait un peu à la névrose obsessionnelle, enfin, la procrastination. Enfin, ce qui était compliqué pour lui, c'est de commencer. Hein. Et comme il ne parvenait pas à commencer, ben, il ne faisait rien. Donc ça c'est un peu différent quand même de la névrose elle-même, quoi, parce que la névrose, bon, on chipote, mais on fait quand même quelque chose. Là, non, il n'y avait rien à faire. Et donc, je lui ai proposé, au moment où quelque chose se passe comme ça, où il devrait quand même se mettre à travailler, mais qu'il ne le fait pas, de se dire non. Alors, ça a réussi, par moment, et alors, l'affaire, c'est qu'il s'est appuyé sur le plaisir qu'il a eu du travail qu'il a pu faire à ce moment-là. Et ça a fait un peu, hein, parce que c'est très fragile, c'est pas très assuré, hein, mais ça lui a donné comme ça l'idée que peut-être que d'utiliser comme ça la négation, s'auto-interdire, ça pouvait le mettre dans un état qui était beaucoup plus intéressant que cette espèce de jouissance mortifère dans laquelle il était plongé. Ben voilà un truc comme un autre, sauf qu'il ne faut pas oublier que ton concept d'auto-interdiction est boiteux, puisque c'est toi qui le lui as proposé. Donc c'est quand même une... Comment? Parce que c'est toi qui lui as proposé. Donc il y a de l'hétéros là-dedans. Hein, mais pas sur... D'accord, tu ne lui as pas interdit. Tu ne lui as pas interdit. Tu ne lui as pas interdit, mais tu lui as signifié que sans interdit, on n'arrivait à rien. Bon, alors qu'il fallait qu'il s'organise pour le faire quand même. Mais oui, c'est vrai. Ça, c'est des choses qui sont... D'ailleurs, c'est toute la... Ben oui, c'est des bricolages, mais des bricolages qui marchent effectivement parfois, en tout cas. Oui, oui, merci beaucoup pour votre exposé, dans lequel je me retrouve évidemment à 99% sans doute, mais il reste 1%, il en faut bien un quand même. Une remarque... idée, hein. Oui. Au fond, le début de votre exposé me faisait penser à Totem et Tabou, ce récit mythique de Freud. Au fond, pourquoi on a érigé le totem? On a érigé le totem, donc le père, pour éviter aux frères de se disputer entre eux, pour éviter Abel et Caïn. Si le père tombe, il reste la violence des frères. Et c'est bien ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui. Cette violence sans limite, à tous les niveaux et de différentes manières et dans toutes les sociétés. Il n'y a pas que Daesh.
c'est aussi en France, c'est aussi ailleurs, c'est aussi partout, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'observe et que je l'observe aussi dans ma clinique. Donc ça, c'est quand même une difficulté, je dirais, vraiment structurelle. Effectivement, on a fait tomber le père en 68, je suis d'accord, oui, j'y étais. Mais bon, on est bien embêté maintenant. Mortifier la jouissance, mortifier la pulsion, par le signifiant, oui, mais est-ce que ça marche? Effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, je trouve que c'est toujours du bricolage. C'est toujours du un par un. Et la conclusion de votre exposé, me semble-t-il, le montre bien. On ne peut pas actuellement proposer de solutions aussi évidentes, aussi construites, aussi élaborées, en tout cas je n'en connais pas, que celles que nous avions auparavant, comme la fonction du père, par exemple. Donc, on bricole au un par un. Ça peut être l'art, très bien. Ça peut être le sport, très bien. Ça peut être des tas de choses pour chaque sujet pris individuellement. Et là, effectivement, il y a quelque chose de possible où on voit effectivement des effets à condition que l'analyste, effectivement, soutienne une position par rapport à ce sujet, par rapport à chaque sujet qu'il reçoit. J'avoue que je suis très sceptique sur la fonction des ancêtres. Pour ma part, je trouve que la transmission est souvent inversée actuellement. Quand je suis devant mon ordinateur, je téléphone à mes enfants ou à mes petits-enfants qui me disent comment il faut faire. Moi, je leur apprends absolument rien là-dessus. Hein. Oui, mais c'est pas cet apprentissage-là. Je ne crois pas qu'il faut entendre la proposition des ancêtres de Pierre Marchal d'hier comme étant une proposition. C'est simplement pour... Je pense que moi, j'attribue assez bien d'importance au travail de Gauchet là. Et quand il dit il y a le politique, le droit et l'histoire, il y a la dimension d'histoire qui joue. Non. Alors les ancêtres, je les entendais comme étant un exemple de l'histoire. Mais cela veut donc dire que, parce qu'au fond, la solution, je vous ai parlé là des 100 chefs et des avec chefs, c'est dans la partie supérieure du schéma de la sexuation. Hein. C'est une sorte de mise en logique mathémeuse, en mathème, du fonctionnement collectif. Mais ce qu'on oublie souvent, il est vrai qu'on est passé de la partie gauche, avec une exception, totem et tabou, à la partie droite, tous les uns à côté des autres, les femmes, enfin toutes. Bon. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les deux parties du schéma, chez Lacan, elles ne sont pas dissociables. Donc, il faut toujours qu'il y ait un minimum, un minimisable minimum, pour dire, comme dit Samuel Beckett, hein, de verticalité. Et c'est en ce sens-là que j'entendais l'ancêtre, et pas en tant que glorification, mais en tant qu'on n'exclut pas l'histoire. C'est une partie de la société humaine, on se construit comme histoire dans l'humanité. Il y a la dimension du politique réel, celle-là, la dimension du droit symbolique, et il y a la dimension imaginaire de l'histoire. On est là en train de nous voir nouer tout le temps les trois, et l'état actuel de la démocratie vient à dénouer les trois. Et la partie du droit qui pousse, il y a quelqu'un qui avait écrit, mais je ne sais plus qui, dans une intervention de celle que j'ai lue, que le droit était toujours au service de la fonction publique, du public. C'est faux. Aujourd'hui, le droit se retrouve au service du privé. Bon. Ce qui change complètement la donne du droit. Il pousse la pédale du droit, il est parti tout seul, le droit. Et du coup, il a dénoué littéralement le rapport du politique. Donc, on a affaire, je trouve, à des mécanismes qui nous dissocient dans notre lien. Et ça, au niveau collectif, c'est extrêmement difficile à traiter. On n'est peut-être même pas nous les plus doués pour ça. On est peut-être néanmoins capable de montrer qu'il faut respecter les traits de la structure. Et ce que dit Lacan dans la partie supérieure du schéma, pour moi, ce sont les traits de la structure de la vie collective. Vous n'y coupez pas. Faites comme vous voulez, décidez tout ce que vous voulez. Vous devrez organiser ça, soit autour de la tutelle d'une figure d'exception, soit d'une sorte d'horizontalité. Mais vous devrez bien, quelque part, vous référer quand même à un minimum d'une dissymétrie. Sinon, vous n'intégrerez pas ce qu'exige la condition humaine, qui est dissymétrique. Elle n'est pas symétrique. D'où d'ailleurs renvoie à l'intérêt de notre livre avec Marc, ou même le neurophysiologiste est d'accord avec ça, d'une certaine façon, qu'il faut intégrer au niveau cérébral de la dissymétrie. C'est fantastique de repérer que même le cerveau nous dit ça. Alors pourquoi est-ce que nous, on a le culot de penser qu'on pourrait désormais être tous égaux? Qu'est-ce que c'est que cette affaire?
ce qui n'enlève rien à la prétention d'égalité citoyenne. Hein. C'est autre chose. D'être en capacité de renoncer, comme vous dites, à sa toute-puissance, pardon, d'être en capacité de renoncer, et dans le même temps, être en capacité de reconnaissance, c'est-à-dire, comment dire, le rôle du psy, s'il n'y a plus la parole du père. Le rôle du psychanalyste ou du psychologue, c'est d'amener la personne à communiquer d'une autre façon avec lui-même, en reconnaissant, eh bien, plutôt en accueillant sa différence et sa singularité, et puis peut-être en y renonçant lorsque cette singularité, eh bien, la pousse en dehors du groupe, tout en reconnaissant qu'il a cette capacité de... Et là, j'en reviens à ce que vous disiez ce matin sur la décoïncidence et sur l'émergence. C'est qu'en fait, j'ai une question qui me tarabiscotait, c'était le temps, la notion de temps. Parce que j'avais l'impression qu'en conclusion de ces deux discours autour de l'émergence et de la décoïncidence, en fait, c'est un raccourci du temps entre ce qui émerge et ce que notre capacité à comprendre et à reconnaître. Et à partir du moment où ce temps est raccourci et où on prend enfin conscience de ce qui se passe en nous, en l'individu, eh bien la bascule peut s'opérer, c'est-à-dire le franchissement du seuil ou l'espèce de, comment il appelait ça, le décalage. Le problème du temps, c'est que nous l'abolissons. Nous l'abolissons ? Ah bah oui. Non, mais le vrai temps, oui, mais il y a un temps de compréhension et de maturation. Oui. Voilà. Mais ce temps-là, généralement, il est long, mais s'il se raccourcit, parce que plus on travaille sur soi, plus le temps se raccourcit, on est bien d'accord, dans la compréhension entre ce qui se passe de la réalité, de ce que l'on donne de nous-mêmes et de la prise de conscience qu'on a de ce qui émerge, c'est-à-dire émotionnellement. Vous amenez plein de... Oui, j'amène plein de concepts en même temps. Mais alors, pour en revenir... Simplement une chose à propos de ce que vous avez dit du renoncement, oui. Il ne faut pas idéaliser le renoncement. C'est pas du côté, pour moi, de l'idéalisation. C'est simplement un incontournable. Oui, c'est-à-dire, oui, mais pour renoncer, les parents ont perdu. Encore faut-il reconnaître que ça apparaît, quoi, et accepter ce qui se passe. Oui, mais on ne devrait pas en arriver maintenant, il faut valoriser, qu'on doit renoncer. Non, ce n'est pas ça du tout. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Si tu veux ne pas être asservi, par exemple, à la satisfaction immédiate, il faut que tu apprennes à ne pas être dans l'immédiateté. C'est tout. Oui, donc c'est drôle que les parents ne perçoivent même souvent plus ça. Oui. Ils sont tellement pris dans autre chose ou mis à mal qu'ils n'arrivent plus à transmettre ça. Alors sur la question du temps, vous avez plein de choses que vous avez à dire. Je vais pas. Non, mais là, j'ai un peu étendu. Bref, merci. Monsieur Boussaguel et Monsieur Ferrandon. Oui, c'est un peu dans le fil. On est en état d'urgence, donc je pense quand même que il est temps aussi de prendre position, de décider, de prendre des risques. À mon avis, c'est là que tout le monde a peur. Les professeurs ont peur, les éducateurs ont peur, voilà. Alors qui n'a pas peur ? Effectivement, la police fait son travail, elle est censée ne pas avoir peur, encore que elle commence à avoir peur aussi. Elle ne veut plus recevoir des coups, etc. Bon, donc pour moi, il ne faut plus tergiverser, c'est-à-dire effectivement, de là où on est, il faut prendre le risque de dire non. Mais de là où on est, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de signer des pétitions sur Internet. On peut le faire. Passer 4-5 millions, il paraît que ça a de l'effet. Mais c'est quand même beaucoup, 4-5 millions. Et c'est surtout une manière de se désengager. Or, effectivement, on a passé des dizaines d'années, en fait, à se désengager. On le voit bien, là, écouter l'autre, quoi. À partir du moment où on prend cette position professionnelle d'écouter l'autre, ça veut dire qu'effectivement, on le laisse faire, quoi. Hein ? Surtout qu'on suppose qu'effectivement, à terme, il va la trouver, cette foutue solution. Mais ça, il faut du temps. C'est un luxe, bref, c'est pas du tout l'état dans lequel on est. Là, on est dans un moment où peut-être que c'est dans 2 jours, dans 3 jours qu'il faut se jeter à l'eau.
Lundi dernier, dans la nuit de dimanche à lundi, il y a un artiste russe à qui on vient d'offrir très généreusement l'accueil. Vous savez qu'il a mis le feu à la Banque de France. Bon, il n'a pas mis le feu à la Banque de France. Il a mis du feu devant la Banque de France. C'est un artiste russe qui fait pareil, qui se cousait la bouche devant Poutine, qui fait la grève de la faim, qui se flagelle. Bon, c'est un artiste. Cet artiste nous dit quelque chose. Ça a été filmé, c'est sur toute la presse. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Il est en prison. Il a fait un acte. Il a dit non. Il dit même pas merci de m'avoir accueilli avec le statut de réfugié politique. Hein? Il dit, voilà, ce que j'ai vécu moi à Moscou, je le vis chez vous. C'est la même chose. J'ai même pas 15 jours de repos. Donc on me remet en prison. Alors on me remet en prison. Évidemment, il avait qu'à buller, hein. Il avait qu'à attendre. Ah ben oui, mais voilà, on ne peut plus attendre. Il y a Monsieur Ferrandon. Oui, moi je voulais dire. Le micro arrive. Ceux qui avaient des questions, préparez-les, même sur d'autres thèmes. Donc je vais donner, moi, simplement mon point de vue, qui est quand même un petit peu différent du vôtre. Je trouve que vous êtes bien pessimiste sur la situation, et je l'explique par votre profession même, qui vous amène à voir des cas que je dis particuliers. Parce que moi, j'étais enseignant. C'est vrai que ça fait 20 ans que je suis plus en phase de classe, mais je trouve quand même que la vision que vous donnez de la jeunesse n'est pas quand même majoritaire et qu'il n'y a pas une démission. Non, c'est mon point de vue. Hein, je sais pas si... Heureusement. Oui. Il n'y a pas une démission générale. C'est vrai qu'il y a des classes où il y a des difficultés, où l'enseignant est mis en difficulté, mais ce n'est pas le cas général. Il y a encore une autorité dans la majorité des classes et dans les établissements. Et il y a une charte de l'éducation à laquelle j'ai fait allusion hier, qui est affichée dans les établissements, qui donc doit être en principe mise en application, qui dit que les enfants, comme tous les hommes, ont des droits, mais ont aussi des devoirs. Et ça fait partie de l'enseignement que d'indiquer qu'il y a des limites et qu'il y a une éducation à donner, éducation qu'on appelle traditionnellement civique, qui n'est plus l'éducation peut-être morale, autoritaire du passé, mais cette éducation civique touche quand même à l'éthique et au rapport entre les hommes. Donc simplement, je voulais dire que j'ai une vision moins pessimiste que vous. Eh bien, je vous réponds quand même que je n'acquiesce pas à ce que vous m'appelez pessimiste, parce que si par pessimiste vous essayez celui qui essaye d'être lucide et de voir clair, alors là, ça marche plus pour moi. On n'est pas, d'ailleurs, vous savez, si un chirurgien avait à décider son intervention sur son pessimisme ou son optimisme, on serait joli. Il a surtout à intervenir en fonction de ce qu'il essaye d'appréhender. Donc je ne suis pas d'accord avec ce côté pessimiste, parce que j'étais vraiment pessimiste. Je vous assure que je serais en train de me dorer au soleil et de ne pas être ici à passer des jours avec vous. Je suis au contraire très optimiste si on veut bien payer le prix de voir clair. Et ça, je crains que ça ne soit pas si simple aujourd'hui. Pas pour des raisons parce que vous, moi, on ne veut pas voir clair, c'est même pas ça. C'est parce que tout le système nous amène à rendre très difficile notre appréhension des choses.
C'est pour ça que nous essayons de travailler comme nous le pouvons. Mais donc, si vous me permettez, je réfute le pessimisme, parce que sinon, et d'ailleurs, je crois que ceux qui me connaissent un peu savent que je ne suis pas pessimiste, mais je ne suis pas... je ne peux pas ne pas voir les difficultés dans lesquelles nous sommes. Elles sont énormes. Et ce n'est pas que celui qui convoit des patients au jour le jour qui est là. Moi, je travaille avec de l'enseignement, je travaille avec des gens dans l'enseignement, je travaille avec des gens dans les institutions. C'est extrêmement difficile aujourd'hui de mener une action collective. Rien que ça signifie, mais où va-t-on? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Mais vous avez amené hier des choses tout à fait judicieuses là-dessus, et je vous en remercie encore, hein, donc c'est pas ça. Mais je conteste qu'on me qualifie de pessimiste. Non. Oui. Je voulais compléter en disant que la médecine et psychanalyse dans la cité, ça se veut alerte, ça se veut, il faut qu'on soit en avance et pas en retard. Comme le disait ce matin François Julien pour la philosophie, pourvu qu'on ne soit pas en retard, la psychanalyse et la médecine, c'est encore, on va plus vers la médecine préventive que vers la médecine curative. Et là, je pense que si on ne peut pas toujours parler de psychanalyse préventive, en tous les cas, ce n'est pas un concept pour l'instant, mais on peut se poser la question, il faut au moins, voilà, par la lucidité et la volonté, au contraire, énergique de le faire, et qui ne peut pas se permettre... ou alors c'est ce que disait la phrase de ce matin, là, enfin, ou d'hier, le pessimisme de la lucidité, si c'est celui-là, oui, mais voilà, c'est au contraire une volonté d'action, de responsabilité. Chercher à comprendre et de responsabilité, de se sentir responsable, de ne pas laisser les choses continuer, puisque, par exemple, M. Boussagol nous montre l'urgence, au contraire. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit dans cette dimension de dire, tant que ça reste une petite, d'après vous, moyenne, d'après nous, frange de la population, il faut faire quelque chose. On ne va pas attendre que ça s'inverse. Voilà. Et le rouage risque de nous faire que ça s'inverse malgré nous. Après, quand il y aura eu trop de personnes qui ne seront plus passées par l'humanisation, eh bien, je me demande, et ça me fait poser la question pour la responsabilité, est-ce que les anciens ont inventé le collectif et toute cette hiérarchie parce qu'ils avaient vu que ce n'était pas si facile que ça de le laisser au plan de l'individuel. Tant qu'on était des petits clans sur la Terre, ça pouvait sûrement se faire, mais plus on mondialise, plus on aurait l'impression que ça serait bien que ça ne soit pas à chacun de faire sa part. Et pourtant, on en est là, il faut le faire. Et je me disais, ils avaient bien déjà différencié élever un enfant, éduquer un adolescent, enfin, vous voyez. Et là, on se retrouve avec le mot de indompter, la pulsion, qui, je trouve, est tout à fait parlante. Hein, voilà. Donc, excusez-moi d'avoir été un petit peu lente, mais voilà. Gérard. Non, c'était juste pour reprendre par rapport à cette idée de pessimisme. Je pensais à un proverbe slave qui dit « Le pessimiste est un optimiste bien informé ». Mais il faut le mettre en parallèle avec une phrase de René Char qui dit « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil ». Quand je vous entends depuis ce matin avec aussi François Julien, et je me disais, au fond, quand on parle comme ça du passé, on pourrait dire « il était une fois ». On raconte quelque chose du passé, effectivement, l'hétéronomie, enfin, il était une fois. Et quand je vous écoute, Jean-Pierre Lebrun, j'ai envie de dire maintenant, il était deux fois. Alors pourquoi j'ai dit il était deux fois? Et si je racontais une histoire de ma rencontre avec Jean-Pierre Lebrun, je dirais il était deux fois. Alors là, vous allez dire, ça y est, il a pété les plombs, Sterman. Non, non. Il était deux fois parce qu'il y a un moment le regard du premier protagoniste et une deuxième fois le regard de l'autre protagoniste. C'est-à-dire que quand deux personnes se rencontrent, elles se reconnaissent, mais elles ne se connaissent pas encore. Ce que je veux dire par là, c'est que par l'effet de la parole, effectivement, et de cette rencontre, il va falloir qu'on tienne les deux dans cette décoïncidence dont parle si bien François Julien et que vous avez magnifiquement illustré. Et je crois qu'on est effectivement là-dedans, c'est-à-dire dans un monde où il va falloir penser « il était deux fois ». Voilà, merci. On a encore 3 minutes avant de passer à la suite. Donc, s'il reste encore des questions sur ce matin, sur hier... Il y a une phrase de Gramsci, je crois que c'est... Est-ce que c'est ça? Personne ne la connaît. C'est être pessimiste. Il faut être pessimiste par intelligence et optimiste par volonté. Je crois que c'est ça, non? En fait, je n'avais pas posé de question, mais il est bien implicite. C'est-à-dire, l'urgence, c'est quoi de votre côté? C'est-à-dire, comment vous répondez à l'état d'urgence?
C'est-à-dire, un état d'urgence, ça veut dire demain, dans 2 jours, dans 3 jours, il faut prendre une décision. Là, vous êtes encore dans le questionnement. Alors, évidemment, des questionnements de très haut niveau. Et c'est vrai que plus c'est de haut niveau, plus c'est difficile de revenir à « c'est comme ça ». Mais il faut bien à un moment donné même barrer un discours. C'est-à-dire, il y a un moment donné, il faut arrêter. Il faut dire « arrêtez ». Et faites, et faites. Vous voyez ? On parlait hier de la crise, de la multiplication des écoles. Voilà comment ça a été résolu. Hein, c'est-à-dire, on barre l'école, on en fait 2, on barre l'école, on en fait 8. Bon, moi j'en ai vécu 2, donc effectivement, je ne vais pas continuer. J'ai dit, j'arrête, je sors. Je fais autre chose. On essaye de regrouper. Bah oui, mais non, on n'y arrive pas. Ah bah non, c'est sûr que ça... ah oui, non, mais là, c'est un rêve. Attention, parce que l'urgence a aussi un côté, pour aller tout cru, l'urgence, c'est l'inceste. Hein. L'écrasement du temps, moi je dis toujours, l'espace c'est la mer, le père c'est le temps. C'est comme ça qu'on apprend. Alors forcément, dans un monde où toute la dimension du principe, comme ça je l'appelle, mais non, même pas fonction, parce que déjà encore là, du principe paternel qui est occulté, fait que toute la dimension de la temporalité, on n'en dispose plus. On est dans l'urgence. Et là, la technologie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vient nous apporter des... c'est qui a dit que c'était... C'est vous, plutôt avec les grands-parents, là, oui. C'est vrai que c'est fou. Moi, je rappelle toujours cette anecdote qui va peut-être vous faire sourire, mais vous savez combien de temps il a fallu pour qu'on apprenne à Paris et à Vienne le décès de Napoléon. 2 mois. Bon. Ici, il ne serait pas encore mort, que nous serions déjà tous invités à le regarder par la télévision passer son dernier. Hein. Donc vous voyez, c'est terrible. Il y a une immédiateté aujourd'hui qui est provoquée par l'outil technologique qui vient littéralement abraser la question du temps. Donc l'urgence, oui, mais attendez, pas n'importe quelle urgence, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit une urgence qui elle-même abolisse le temps. Faute de quoi, alors on est reparti